Il y a le terrorisme à nos frontières. Nos voisins y font face. Félicitez-nous. Nous ne pouvons pas les laisser seuls. Il faut nous féliciter. Oui, nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire pour les efforts. Oui, c'est l'État de Côte d'Ivoire que nous félicitons. Oui. Parce que ce sont nos impôts qui contribuent à assurer la sécurité. Mais on paye ça en 2010 aussi. Nous saluons, nous saluons les efforts qui sont faits pour que la sécurité soit maintenue. Okay. À l'intérieur, notre système éducatif est en souffrance. Il faut aborder ces sujets. Quand nos concitoyens vont à l'hôpital, quand ils n'ont pas d'argent pour se soigner, c'est difficile. Comment est-ce qu'on s'arrange, faire en sorte que, alors que ce pays a suffisamment de ressources, on permet à nos concitoyens de se soigner sans forcément faire recours à leur poche. Parce que même les urgences, il faut y faire face. Tout à l'heure, j'ai parlé de la question de l'emploi. Bête, vous le savez bien. On parle du même sujet, je pense. Non, c'est le même sujet. Ah, très bien. Imaginez toute la semaine à parler de ce qui s'est passé en 2010. De qui a vu qui? De qui a préparé pour qui? De qui a marié qui? En quoi est-ce que cela apporte quelque chose à nos concitoyens aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yohan Roger. Éric Bayala. Oui, moi je vais commencer par la chute de ce qu'a dit M. Roger Yohan en disant qu'au regard de cette passe d'âme que nous avons voulu comme étant un combat affleuré-moucheté, mais malheureusement, les gens ils en sont sortis avec de sérieuses égratignures dans leur dignité. Parce que c'est un problème de gouvernance. Et quand on parle aujourd'hui de est-ce que la gauche est-elle à la croisée des chemins, mais Landry Couillot l'a abordé pour dire qu'à la prise du pouvoir de la gauche, le leader reconnaît qu'il a pris le pouvoir de façon calamiteuse. C'est une profession de foi à la limite. Mais comment est-ce qu'il a laissé le pouvoir? Mais est-ce que la gauche, fondamentalement, elle-même, elle a toujours été unie en son sein? Parce que la gauche que nous avons en Côte d'Ivoire est une gauche qui est issue de différentes traditions. Nous avons le socialisme tel qu'on l'a connu pour le Front populaire ivoirien. Nous avons un socialisme rénové qui est devenu le social-démocratique, qui est devenu le PPACI. Il y a également les mouvements les syndicalistes et puis progressistes, comme l'ADCI vient de le dire. Mais eux tous, ils ont quelque chose en commun. Ils sont tous sous la grosse coupole comment on appelle ça, du socialisme, mais ils ont des intérêts, des styles politiques ainsi que des stratégies différentes. C'est dans cette même gauche où certains estiment qu'il faut... ADCI dans la gauche? Non, j'ai parlé de mouvement progressiste. Ok, mais comme vous avez progressé... Okay, donc, comme je disais, au sein de cette même gauche, ils ont une stratégie différente. Pendant que certains pensent qu'il faut faire la politique autrement, il faut adresser les questions existentielles des Ivoiriens en participant au jeu démocratique pour créer l'alternance. D'autres sont restés figés dans leur posture ancestrale, c'est-à-dire le combat. Mais un combat contre qui et pourquoi? Parce que si nous sommes en politique, l'arme à utiliser pour combattre ou pour changer n'est rien d'autre que le bulletin de vote. Dès l'instant où vous soustraisez à cette question de pouvoir participer à une élection et que vous affichez une posture de combat et que demain, le procureur de la République vous interpelle pour des questions de terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, ne soyez pas surpris. Parce que le seul changement qui est accepté en démocratie, ce sont les élections. Très bien. Alors, messieurs, on va évoquer le dernier sujet. Je vois encore des doigts. Maître Meïti, rapidement. Ouais, moi, j'ai une question qui me posait avec tout ce que j'ai entendu. Vous l'adressez à qui, votre question? Non, à tout le monde. D'accord. C'est une ouverture que vous faites sur le débat. Et puis, la prise du pouvoir du président Gbagbo. Est-ce qu'il y avait encore une gauche à bien réfléchir? Est-ce qu'il y avait des valeurs de gauche? Pour moi, aujourd'hui, la gauche est en train de se réinventer grâce au COJEB. Parce que quand on suit la trajectoire de Charles Blé Goudé depuis son arrivée de La Haye, il y a une volonté de bâtir quelque chose qui est fondé sur des valeurs de la gauche, mais qui est embrouillé malheureusement, qui est gêné par effectivement des débats, comme je disais tout à l'heure, des débats en dessous du caleçon. Donc pour moi, fondamentalement, il faut se poser de bonnes questions. En dessous de la ceinture. De la ceinture, je veux dire. Aujourd'hui, il faut se poser de bonnes questions. Il y a une évolution. Monsieur Laurent Gbagbo, fondamentalement, quand on regarde le parcours, l'histoire, avec tout ce qu'on a vu, la prise du pouvoir, est-ce que fondamentalement c'est un homme de gauche?
convaincu. C'est une question. C'est pas l'objet du débat. Non, c'est une ouverture, c'était le débat. D'accord, très bien. Oui, rapidement. Oui, je n'avais pas voulu intervenir, mais la problématique posée par Maître Abdoulaye Meïté, brillant, est fondamentale et pertinente. Et parce que, faut qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'on a véritablement encore une gauche? Parce que oui, on a eu une gauche en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, elle est devenue scientifique lorsqu'elle a accédé au pouvoir d'État avec ce que cela peut renfermer. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on observe le discours, parce que la seule portée et la manifestation idéologique de ceux qui se réclament de gauche, en tout cas massivement, et ceux qui sont assez proches du PPACI, c'est que si la gauche, c'est le progrès social, c'est la solidarité, c'est l'égalité des chances, c'est une justice sociale, c'est l'assimilation ou l'intégration des communautés et des peuples, mais en attendant, on assiste de plus en plus à un discours qui est ultra-nationaliste, un nationalisme exacerbé. C'est du nativisme, dans le sens où on a la préférence pour les natifs. C'est un rejet de l'autre. Et quand je parle de l'autre, ce n'est pas que de lui qui n'est pas national, mais de l'autre à l'intérieur même de la nation. Il y a ça, donc on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a encore cette gauche, cette substance de gauche, parce qu'elle est en train de connaître un glissement, mais manifeste, vers l'extrême droite. C'est pourquoi lorsqu'on parle de gauche, je suis un peu gêné, parce qu'il va falloir être factuel. Ce qui ressort des discours, ce qui ressort des pensées, ce qui ressort des intentions, ça n'a rien à voir, ça tranche radicalement avec ce que la gauche nous a toujours servi et enseigné. D'accord, on va en reparler certainement au fur et à mesure que le débat évoluera. Mais si on a un dernier sujet au menu de cette émission, évidemment, on va parler de l'actualité sous-régionale marquée par ce coup de force intervenu cette semaine en Guinée-Bissau qui a vu la chute du président Umaru Sissoko Embalo qui finalement était attendu au Sénégal et finalement qui s'est réfugié au Congo. Je vous propose de voir ce sujet de Pierre Dippomelin. On en parle juste après. Le président de la Guinée-Bissau, renversé par un coup d'État ce mercredi 26 novembre, est en ce moment au Sénégal. Face aux députés ce vendredi, Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais de ce pays, s'est prononcé sur cette situation. Pour lui, il s'agit d'une combine. Ce qui s'est passé en Guinée est une combine injustifiée. Pour faire court, je demande premièrement de finaliser le processus et la commission doit annoncer le vainqueur. Les personnes arrêtées, dont Domingo Simoes Pereira, qui n'était même pas candidat et qui a été arrêté et n'a même pas pu accéder à ses médicaments, doivent être relâchées. Dans le pays, la vie a repris son cours, même si cette situation reste difficile à accepter. Le pays s'attendait à ce que le processus se déroule normalement, de manière paisible, et à une transition supposée des pouvoirs par des voies démocratiques et légales, mais de manière surprenante, nous avons été confrontés une fois de plus à une situation que la jeunesse n'attendait pas. Hier, en réalité, tout le monde était à la maison. Aujourd'hui, les gens sont sortis pour vaguer à leurs occupations, mais c'était encore timide. Depuis ce matin, je fais le tour de la ville, je n'ai encore rien vendu. Je suis obligé de sortir parce que ici, quand tu restes dans ta maison, tu n'as rien à manger. Le coup d'État est survenu alors que la Guinée-Bissau était dans l'attente des résultats du double scrutin présidentiel et législatif qui a eu lieu le dimanche 23 novembre. La chute de ce sujet plante le décor. Il y a eu des élections couplées, présidentielles, législatives. On est dans l'attente des résultats officiels prononcés par la commission en charge de l'organisation des élections. Et survint ce coup de force qui conduit à la chute du président sortant, Umaru Sissoko Embalo, au point de se poser la question de savoir si c'est un coup d'État différent des autres, un coup d'État pas comme les autres. Éric Bayala, analyse, décryptage. Oh, mais dès l'instant où on assiste à la perte du pouvoir, c'est un coup d'État. C'est vrai, est-ce qu'on peut le qualifier d'un coup d'État différent des autres? Mais nous observons que le président Embalo Sissoko a perdu l'effectivité de l'exercice du pouvoir. N'est-ce pas? Et qu'il serait même en exil hors de son pays. Mais ce que nous notons, c'est que là où il y a lieu de s'interroger, on était pratiquement dans un processus électoral où le 23 novembre, donc les Bissau-Guinéens avaient été convoqués pour aller à l'élection présidentielle. À l'issue de ces élections, on attendait donc les résultats pour le jeudi 27 novembre. Et entre le 23 et le jeudi 27, on a assisté à une sortie du président bissau-guinéen
comme quoi il s'est autoproclamé comme étant vainqueur de ces élections, pendant que tout le monde avait le regard tourné vers la commission en charge de proclamer les résultats. Et les résultats étant prévus pour le 27 novembre, le 26 novembre donc, il y a eu un communiqué des militaires annonçant avoir pris le contrôle donc, le contrôle total de tout le pays et qu'ils ont mis aux arrêts le chef d'état-major, le ministre de l'Intérieur ainsi que d'autres hauts cadres, dont le président lui-même.